programme Flamme, de la fédération Flamme. Alors Flamme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est finalement des programmes d'after school qui permettent de maintenir le français quand on va maintenir ou d'apprendre le français quand on va dans une école qui est uniquement monolingue, seulement en anglais, ou en tout cas où il n'y a pas de cours de français. Donc vous êtes dans un cas un peu particulier par rapport aux autres parce que vous êtes déjà une école qui se fait hors de l'école, une classe en tout cas qui se fait hors de l'école habituelle, même si c'est souvent dans des locaux scolaires, etc. Donc là, vous avez affaire à des enfants qui ont déjà eu des cours, seuls, devant leur écran, toute la journée ou plus ou moins, et à qui vous demandez d'en rajouter encore une petite couche après 3 heures ou après 4 heures de l'après-midi. Donc quels sont pour vous finalement les défis là, de ce e-learning ? Alors, nous, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on arrive en after school ou même le samedi matin. Donc, les enfants ont déjà eu toute la semaine leur scolarité en école américaine. Et là, c'est le moment du français en plus. Alors, depuis toujours, en fait, nous, nos fondements, c'est en fait une pédagogie ludique, une pédagogie où on essaye depuis le départ de mettre en place un système de classe inversée où, en fait, on essaye de s'adapter aux élèves, on essaye de les faire faire, on essaye une pédagogie de projet. Donc, en fait, finalement, on a continué tout ça, mais avec des outils techniques différents et où il a fallu se réinventer, il a fallu faire autrement. Et en fait, je rejoins complètement tous les autres sur le besoin de rassurer les enseignants, rassurer les enfants, rassurer les parents, leur dire qu'on était là. Et finalement, la fédération, elle a servi aussi à ce moment-là pour tout le monde, pour les enseignants, pour les parents, dire on est là, on va vous aider, on va vous accompagner. Un besoin de communiquer avec les familles, parce qu'en fait, il faut garder ce lien, même s'il est par Zoom, même s'il est avec d'autres moyens techniques, on a besoin de se parler. Et puis, ce que disait Virgile, leur dire, c'est pas grave, ça va aller, on va s'en sortir. Et puis là, on a l'impression de vivre et on vit quelque chose qui est extrêmement impactant pour tout le monde. Mais dans quelques années, dans 10 ans, finalement, on se dira, on repensera à tout ça et puis tout aura repris un petit peu sa place. Et par exemple, si vous demandez, c'est un travail que par exemple mon fils doit faire en ce moment, c'est demander à 2 autres générations quels ont été les moments impactants de leur vie. Jouez à ça finalement avec vos ados, allez voir 2 personnes. Donc moi, j'ai été une des générations à qui il a demandé. Et il a demandé à ses grands-parents aussi. Et puis finalement, vous verrez en discutant avec eux que ces moments de vie impactants qu'on a vécus, ça nous a impacté, mais maintenant on a grandi, on a vécu avec, on a appris des choses et on va bien. Et on a appris à faire avec. La gestion de l'angoisse, là, vous en avez à peu près tous parlé. Virgile en a beaucoup parlé en disant qu'il faisait 2 réunions par semaine avec les parents. Et là, il parlait, évidemment, il a des enfants de 2 à 4 ans, il parle énormément de l'angoisse des parents. Elles sont de plusieurs catégories, on imagine bien. Et il y a une des angoisses qui est revenue dans les questions qu'on a reçues préalablement. Une maman, par exemple, Élise, qui disait moi, mon angoisse, c'est d'être une mauvaise mère, je n'en peux plus de ma journée. Elle a des enfants plutôt petits, âge d'école primaire, dit-elle. Et dit-elle, je suis devenue la prof sans savoir le faire. Il y a une école pour une raison et mon rêve, c'est que ça s'arrête très très vite, quitte à avoir 4 mois de vacances, dit-elle. Donc, comment quels conseils vous pouvez avoir les uns et les autres sur cette réaction des parents qui sont finalement débordés, qui se rendent compte que le métier de prof, s'ils ne le savaient pas déjà, c'est quand même compliqué. Donc Virgile, par exemple, puisque vous avez évoqué ça, quels sont les conseils finalement qu'on peut donner à une mère comme ça ? Alors, mon conseil, c'est déjà de se prendre quelques jours de vacances, comme elle dit. C'est de ne pas tout de suite se mettre sur tous les comptes de l'école, que ce soit Zoom, que ce soit Edmodo, que ce soit Padlet, tous les trucs qu'ils utilisent, et de se donner quelques jours pour s'habituer, se mettre en route, et ensuite essayer d'imaginer un planning où, en fonction des cours live et de ce qui est enregistré, imaginer un planning qui est faisable pour sa famille. Et dans ce planning, on va prendre en compte des moments où on va être sur Zoom avec les autres, des moments où on est, donc je dirais, soi-même avec les autres sur Internet, et puis des moments où on est sur son téléphone, c'est normal, on se retrouve tout seul sur son téléphone, et puis ensuite vers des moments
où on va se retrouver en famille et là, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus rien. On est tous ensemble, on passe un bon moment et on oublie les écrans. Et puis, en dernier, je dirais aussi un moment où on est seul, sans écran et seul. Et on a un moment de solitude avec un bouquin. Et donc, c'est d'arriver à penser à ces 4 moments dans la journée où il y a ces 4 différents aspects de nos relations sociales, que ce soit au travers d'écran ou socialement, je dirais pas virtuellement, réellement. Et je crois que déjà, si elle peut imaginer ces 4 moments dans la journée, donner de place à ces 4 différentes interactions, ces 4 différentes expériences humaines, les choses rentreront doucement dans l'ordre. Moi, une première chose que j'ai fait quand j'ai commencé des cours en ligne, c'est que j'ai envoyé un article du New York Times qui était un article d'une maman qui vous avez peut-être lu, je vois Nicolas qui rigole. Il est sur mon frigo. Voilà. On disait juste lâcher tout, quoi. Moi, je m'en fous, je ne vais rien faire comme on me dit. Enfin voilà, cette idée que, ok, on prend un petit peu de temps pour prendre du recul. On n'est pas des profs. Déjà, c'est déjà assez dur d'être parent. Et donc moi, ce que j'ai à mes parents, c'est écoutez, quand vous êtes professeur, vous prenez le chapeau du professeur. Là, vous répondez plus aux questions de vos enfants. Vous posez des questions. Par contre, quand vous êtes parent, vous répondez aux questions. Peut-être que c'est une manière de les aider un petit peu. Une autre chose aussi pour l'anxiété, c'est de parler que de choses certaines avec ses enfants et pas de choses incertaines. Donc, par exemple, tout ce qui est opinion dans la presse ou à la télé, par exemple, ou sur Internet, quelle que soit la source d'information, on évite toutes les opinions. On regarde que des choses très factuelles. Et puis, dans ce qui est factuel, on essaie d'éviter les trucs qui sont sur la maladie, où on ne se connaît pas encore les suites de l'actualité, les suites de ce qui va se passer. Donc, par contre, aussi parler aux enfants que des gens qu'on connaît. On ne parle pas de gens qu'on ne connaît pas. Ça aussi, ça évite beaucoup d'anxiété. Et donc, je crois que, et puis on ment aussi aux enfants. On ne leur dit pas toujours la vérité. C'est pas grave. On ne leur dit pas tout ce qu'on fait en privé dans notre vie. Là, c'est pareil. On va pas tout dire aux enfants. Et donc, c'est vraiment d'être parent, c'est ça en fait. C'est d'arriver à faire cette séparation. C'est vrai aussi pour les professeurs. Donc, bon, évidemment, on reste dans nos sujets, dans nos livres, dans nos chansons, dans ce qu'on fait. Voilà, mais ce sont des conseils, je crois peut-être ça aide cette maman. J'ai dit pas mal déjà. Super. Est-ce qu'il y a un autre de nos panélistes qui veut intervenir sur cette question-là? Alors, peut-être rapidement, pour compléter ce qui a été dit et peut-être donner une perspective pour les plus grands, parce qu'il y avait une angoisse particulière et une angoisse bien naturelle pour ceux de nos élèves qui vont être soumis à des échéances importantes, que ce soit des examens, mais surtout le départ vers les universités. Et ce qui a été très important pour nous, c'est de transmettre et d'articuler dans notre contexte toutes les informations qu'on pouvait avoir à partir du moment où elles étaient établies. Pas à faire de suppositions ou de conjectures, non, et d'être très transparent sur ce qu'on savait, sur ce que ça voulait dire pour nos élèves, et les assurer de notre soutien, évidemment, et du soutien de leurs professeurs. Et si je peux juste dire un mot, je suis sûr que c'est vrai pour toutes nos écoles, on a eu la chance d'avoir des professeurs qui se sont mis au diapason et en route de façon remarquable avec des productions spécifiques pour ce type d'enseignement et d'interaction avec les élèves à un niveau très élevé, très vite. Donc, bon, chapeau à eux. Bravo. Et donc, pour revenir à la question de l'angoisse, c'était de vraiment leur donner la parole, répondre à leurs questions très ponctuellement et les accompagner et prendre acte des incertitudes auxquelles on fait tous face et le mettre dans un contexte mondial. C'est-à-dire que ce n'est pas une situation que seule l'école X ou Y connaît, c'est toute une génération qui est en train de traverser la même épreuve et aussi on a des éléments rassurants à partager avec eux sur l'attitude des universités par rapport aux candidatures, sur même le soin et le souci de nos tutelles respectives pour prendre acte des circonstances exceptionnelles que nous sommes tous en train de traverser et eux les premiers. Donc voilà, faire acte, leur donner la parole, répondre à leurs questions ponctuelles et prendre acte de ce qu'on ne sait pas encore mais qu'on va connaître et qu'on partagera avec eux. Pour compléter peut-être un tout petit peu, au niveau des parents surtout, moi le conseil que j'aurais à leur donner, c'est essayer de rester positif, mais positif aussi par exemple sur vos objectifs de la journée. Essayez pas de vous dire aujourd'hui je vais essayer de faire que tout se passe bien. Non, parce que ça c'est pas atteignable, c'est trop difficile. Donc vraiment des petits objectifs avec quelque chose qu'on peut mesurer, quelque chose qu'on pourra atteindre.
Et puis, un petit jeu qui marche bien pour les familles, qui marche au travail aussi, c'est le jeu des 3 petits bonheurs. Alors là, il y a toutes les équipes de Flamme qui doivent rigoler parce que maintenant, on y joue à chaque réunion. En fait, quand vous sentez que tout le monde est sous pression, que vraiment, on n'y arrive plus, et ça marche en famille aussi, c'est que chacun va aller raconter un petit bonheur de sa journée. Mais un petit bonheur, c'est on a fini une partie de Monopoly, on a été promener le chien, j'ai été juste avec maman pour aller promener le chien, j'ai fait un gâteau au chocolat avec papa, voilà, quelque chose. Et en fait, ça fait du bien, ça met du baume au cœur à tout le monde. Et voilà, donc déjà, ça, c'est peut-être une idée pour limiter l'angoisse. Et puis, l'autre chose aussi que j'ai envie de dire aux parents, et je me le dis à moi aussi, c'est que vous n'êtes pas là pour faire l'école à la place de l'enseignant. Vous êtes juste là pour le faire le médiateur entre tous les emails qui vous arrivent et puis votre enfant. Et donc, en fait, vous êtes là pour l'aider, pour l'accompagner, pour être le médiateur, mais pas pour faire à sa place. Parce qu'en fait, si les enseignants, et j'en fais partie, si on a besoin de quelque chose en ce moment, c'est d'avoir le retour. Et en fait, si le parent, il fait à la place de l'enfant, l'enseignant, il ne saura jamais que la consigne, elle n'était pas bonne, que le temps, il n'était pas bon non plus. Et donc, l'enseignant, il veut vraiment, moi, je vois dans les équipes de Flamme, vraiment, ils font tout ce qu'ils peuvent, ils sont incroyables, ils sont dévoués, ils sont extraordinaires, mais ils ont besoin de ce retour, le retour de non, là, ça n'a pas marché. Et si le parent fait à la place, les enseignants, ils ne sauront pas, ils n'auront pas ce retour-là. Donc, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et puis, dites-le à l'enseignant de votre enfant gentiment en lui disant, j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris, j'ai pas pu l'aider, j'ai pas su faire. Et puis, comme ça, tous, on va apprendre tous ensemble en partageant et en communiquant. Si je peux ajouter un petit mot, n'oublions pas que nos enfants sont des éponges. Et donc, le stress que vous pouvez ressentir en tant que parent, ils peuvent le ressentir aussi intrinsèquement, puisqu'aujourd'hui, nos repères de temps et d'espace sont différents. Donc, on vit tous sous le même toit. Donc, essayez de canaliser votre temps de travail, parce que souvent, les parents, votre temps pour les enfants. Quand vous êtes avec eux, soyez vraiment avec eux, même si c'est court. On privilégie toujours la qualité plutôt à la quantité. On entend des enfants qui nous disent « c'est curieux, je suis toujours avec mes parents dans la maison », mais en fait, ils ne sont jamais là. Parce que nous aussi, en tant qu'adultes, on gère notre stress de notre entreprise, de notre travail. Donc, laissez la parole aussi à vos enfants. Ils peuvent avoir des bonnes idées sur comment gérer le stress à la maison ou comment en discuter. Réservez un temps de famille sans écran. Parce qu'effectivement, on a besoin tous aussi d'un temps personnel. Donc, un temps de famille et un temps personnel. Et ça rejoint un peu ce que tous les uns et les autres ont dit. Et je ne pourrais pas conclure sans saluer aussi toute l'équipe de profs dans toutes nos écoles et à la FAA aussi qui font un travail incroyable. Super. Alors, on a parlé évidemment des angoisses des parents qui se retrouvent dans leur pire des cauchemars, c'est-à-dire devenus profs. Mais alors, il y a une autre angoisse parallèle à ça, c'est que il y a des profs qui se retrouvent avec des parents dans leur classe tout le temps. Ils sont sous la surveillance des parents. Or, on sait que voilà, un des avantages de l'école, c'est que l'école commence à l'école et la maison s'arrête au seuil les parents restent au seuil de l'école et ne rentrent pas dans l'école. Ça fait partie des règles du jeu et ça fait partie aussi de la pédagogie d'ailleurs. Et là, tout à coup, ces règles-là, elles sont changées. Alors, ça dépend sans doute évidemment de l'âge des enfants, mais enfin à peu près à tout âge, les parents sont capables de voir ce qui se passe sur le Zoom, si prêter une oreille plus ou moins distraite à ce que l'enfant est en train de faire, etc. Et donc, est-ce que vous avez des profs qui se retrouvent un peu comme ça, désarçonnés par le fait d'être sous la surveillance un peu constante ou la menace de la surveillance constante des profs finalement? Qui veut répondre à ça? On a effectivement une nouvelle forme d'école. Et quand on parle de partenariat école-famille, ça a changé puisque l'école est ouverte et tout le monde peut assister à la classe, ce qui en général ne pose pas trop de problèmes aux enseignants parce qu'ils sont assez sûrs de ce qu'ils font. Et ce qui est parfois plus difficile pour le parent qui voit tout d'un coup l'hétérogénéité des élèves ou son enfant qui ne répond pas assez vite et il voudrait bien répondre à sa place. Donc, on est effectivement en train d'établir tout un code de coéducation qui va de plus en plus définir quel est le rôle de chacun des intervenants. Vas-y, Amélie.
Et puis, c'est un petit peu comme à l'école maternelle, vous savez, quand vous êtes parent d'enfants en toute petite section, les premiers jours, vous avez envie de rester dans l'école avec votre enfant.